Alors, voyons maintenant les innovations introduites dans les activités de production. Alors, à côté de ça, il y a toute une flopée d'innovations en matière de technologie de production, qu'on a l'habitude d'ailleurs souvent de qualifier de productique. La productique, finalement, c'est l'informatisation de la production. C'est l'application de l'informatique, des technologies informatiques à la production. Alors évidemment, ce qui est le plus connu, c'est la robotique et les automates programmables, qui font leur apparition un peu partout, qui ont été introduits en premier dans les entreprises japonaises, pareil dans les années 80, et qui maintenant se multiplient dans tous les types d'activités. Aujourd'hui, on est sur des générations de robots dits intelligents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dotés généralement d'organes sensoriels qui les rend relativement aptes à un certain nombre de choses. Donc ils ont la vision, parfois ils ont l'odorat, si on peut dire ainsi. En tous les cas, ils ont des capteurs chimiques qui reconstituent les facultés olfactives. Donc ces robots sont de plus en plus performants et de plus en plus polyvalents. Ils coûtent aussi de plus en plus cher. Il faut bien le dire. Alors, derrière, quand on va automatiser, si vous voulez, un ensemble de machines, par exemple une ligne de montage, un atelier, eh bien, on va parler de cellules et d'ateliers flexibles, donc totalement programmés par ordinateur. Alors, à l'intérieur de ça, on distingue la GPAO, qui veut dire la gestion de production assistée par ordinateur. Donc là, c'est toutes les opérations de production qui vont être gérées par informatique. La MAO, qui est en plein essor en ce moment, qui veut dire la maintenance assistée par ordinateur, où carrément vous avez des opérations de maintenance qui sont faites à distance, d'accord, où vous avez des signaux qui sont envoyés par les fabricants aux utilisateurs de machines pour les prévenir d'opérations de maintenance préventive à réaliser. Donc la maintenance assistée par ordinateur. La FAO, fabrication assistée par ordinateur. La CAO, la conception assistée par ordinateur. Alors ça aussi, c'est une technologie révolutionnaire qui a totalement raccourci le délai de préparation des innovations, puisque auparavant, il fallait faire des calculs à la main pour connaître les contraintes des produits, il fallait réaliser des prototypes. Aujourd'hui, vous êtes capable de modéliser en 3 dimensions un nouveau produit avec les contraintes que vous voulez, les matériaux que vous voulez, et vous changez tout à volonté. Donc ça permet d'innover sur les produits d'une manière très importante, et par ailleurs, ça permet d'aller extrêmement plus vite dans le développement des nouveaux produits. Donc, conception assistée par ordinateur, DAO, dessin assisté par ordinateur, c'est deux utilisations qui sont assez proches. Et puis, CFAO, c'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est toutes les opérations qui vont être confiées à la gestion unique d'un ordinateur, c'est la CFAO, c'est-à-dire conception et fabrication assistée par ordinateur. Ou à partir d'un logiciel unique, si vous voulez, toutes vos opérations de production vont être gérées. Avec aujourd'hui des émulations sur les logiciels de gestion, et ce qui fait qu'en temps réel, vous connaissez la consommation de produits, d'énergie, de matière, l'état de vos stocks, l'état de votre trésorerie, etc. Donc on a un pilotage unique de toute l'organisation. Alors, le dernier né, et c'est la distribution via Internet a beaucoup contribué au développement de ces technologies, eh bien, c'est ce qu'on appelle le magasinage automatisé et les chariots philo-guidés. Quand vous commandez, aujourd'hui, quand vous commandez sur un site en ligne, eh bien, généralement, les préparateurs de commandes, ils n'existent plus. C'est un robot qui va, en fonction de votre commande, il y a des codes numériques, qui va aller chercher dans un entrepôt vertical,
qui va aller chercher la pièce que vous avez commandée et qui va réaliser votre panier. Donc ça, c'est extrêmement important, puisqu'on sait que la contrainte logistique est essentielle dans la vente via Internet. Alors après, vous avez des systèmes de navigation des paniers de commandes au sol, par de la peinture ou avec des bornes électroniques, et puis vous avez des chariots qui se croisent toute la journée, qui vont, vous savez pas où, enfin eux ils savent où ils vont, au bon endroit en tous les cas. Vous avez l'approvisionnement, par exemple, dans les ateliers, au bon moment, il y a un chariot qui arrive avec les pièces qu'il faut, juste au bon moment, quoi. Personne n'a rien demandé, simplement. Là où vous posez le stock, il y a une caméra qui voit qu'il n'y en a plus qu'une ou plus que deux et qui va lancer un déstockage. Et le déstockage, il va arriver tout seul par un chariot filo-guidé. On en arrive aujourd'hui à ce degré de maîtrise-là, quoi, qui provoque beaucoup d'accidents du travail dans les sites industriels parce que ces chariots filo-guidés sont électriques et ne font aucun bruit. Et il y a des accidents physiques sur le personnel. Pour la petite histoire. Alors ces innovations, elles sont liées d'abord à des activités productives qui sont gérées d'une manière différente, organisées d'une manière différente. Pour commencer, le développement des relations partenariales. Alors, je vous parlais tout à l'heure du problème de la sous-traitance, du problème de faire ou faire faire, et je vous ai dit que les solutions d'externalisation étaient dominantes. Okay ? Eh bien, ces solutions d'externalisation dominantes et généralisées arrivent à la constitution de ce qu'on appelle des réseaux d'entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour comprendre la logique d'une offre, même si sur un produit, il y a un nom de marque d'une entreprise bien identifiée, la logique de l'offre, elle dépend de la pertinence de 3, 4, 5, 6, 7, 10, plusieurs dizaines de fabricants qui contribuent à cette offre. Ça, c'est la nouvelle manière de fabriquer les produits. Donc, ces réseaux d'entreprises sont en train de se développer et c'est ce qui permet d'ailleurs les innovations. Puisqu'à chaque fois, on va mettre dans les réseaux les acteurs qui vont bien. Et les acteurs qui vont bien, ce sont les acteurs qui ont des solutions généralement innovantes. C'est aussi les entreprises conjointes. Donc on va s'associer avec un fournisseur, mais parfois avec un concurrent pour réaliser quelque chose en commun. C'est la sous-traitance partenariale, donc beaucoup plus basée sur la coopération que sur la compétition. Ce sont les équipementiers. Alors, les équipementiers, deux mots. Quelle différence entre un sous-traitant et un équipementier ? Le sous-traitant c'est lui qui va réaliser la production d'un produit pour le compte de son client, de son donneur d'ordre, selon un cahier des charges. Il n'est pas propriétaire de ce qu'il fabrique. Il n'a pas la propriété intellectuelle de ce qu'il fabrique. Donc, c'est un simple exécutant. C'est la grande différence avec l'équipementier, qui réalise à peu près la même chose que le sous-traitant, sauf que c'est lui qui définit ce qu'il y a à produire et qui garde la propriété intellectuelle de ce qu'il fabrique. Donc, par exemple, Peugeot va voir l'équipementier allemand Bosch pour avoir un système de régulation électronique de la carburation, par exemple, pour un nouveau modèle. Donc, Peugeot va expliquer les contraintes qui sont liées à son produit et Bosch va réaliser un produit. Mais ce produit, il y aura marqué Bosch dessus. Et ce produit pourra être revendu tel quel ou légèrement modifié à des concurrents de Peugeot. Donc c'est une grande différence entre les équipementiers et les sous-traitants. Du coup, comme c'est les équipementiers qui trouvent les solutions pour les constructeurs, eh bien, ils ont des grandes traditions d'innovation. À chaque fois qu'ils font quelque chose pour un constructeur, si vous voulez, ces équipementiers innovent. Donc, c'est pour cette raison que, aujourd'hui, l'essentiel des innovations sur nos automobiles sont liées à celles des équipementiers et pas à celles des constructeurs. Vous avez des phares au xénon parce que les équipementiers d'optique ont acquis la maîtrise
de cette technologie. Et c'est pas Peugeot qui maîtrise la technologie du xénon dans l'éclairage des automobiles. Donc voilà ce que l'on peut faire avec des équipementiers. Alors, nouvelle organisation des activités productives, c'est d'abord et aussi la recherche de flexibilité quantitative et qualitative des productions. Alors, flexibilité quantitative, on est d'accord, les marchés sont souvent imprévisibles, versatiles. Donc, on est obligé de concevoir des process de production qui puissent s'adapter en termes de volume à produire. De très grandes quantités à des quantités très faibles sans que ça coûte extrêmement cher. La meilleure des solutions, c'est ce que je vous disais, c'est que chaque équipement soit en capacité de produire différents types de biens. Flexibilité qualitative, eh bien parce que il va falloir effectivement que une même installation puisse produire des déclinaisons différentes d'un même produit. Et ça, c'est très très compliqué au niveau des process industriels que d'arriver à faire cela. En même temps, dans beaucoup de domaines, c'est la condition de réussite des entreprises. Production modulaire et différenciation retardée. Donc c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure pour vous montrer que on pouvait allier production de masse et production différenciée. Donc le module introduit sur différents modèles de gamme et la différenciation qui n'apparaît qu'en fin de fabrication du produit. Les économies de champ, vous devez connaître ce terme, économie de champ ou économie d'envergure, qui sont la déclinaison moderne des économies d'échelle. Je vous rappelle, les économies d'échelle, il faut toujours produire un grand volume pour pouvoir les réaliser. Eh bien, dans les économies de champ ou d'envergure, c'est la même chose, sauf que le volume, il va concerner les composants. Donc le produit final, on ne réalisera pas d'économie d'échelle sur le produit final parce qu'il est produit en petite quantité, mais les composants qu'il y a à l'intérieur, comme ils vont être sur plusieurs produits différents, eh bien eux vont bénéficier d'économies d'échelle. Donc l'économie d'échelle n'est plus sur le produit final, l'économie d'échelle est sur son composant, c'est ce qu'on appelle les économies de champ. Alors ça va très très loin, puisque dans certains domaines, par exemple, un microprocesseur, le même microprocesseur, ou une version très très proche du même microprocesseur, va être incorporé sur un téléphone, dans une voiture, ou dans un ordinateur. Alors là, l'économie de champ, elle est totale. On est sorti d'un secteur industriel pour pouvoir arroser différents secteurs qui utilisent des composants électroniques, des mémoires ou des microprocesseurs. Diminution de la taille des sites et spécialisation de leurs activités. Alors ça aussi, c'est une grande tendance. La spécialisation, on a compris, parce que les coûts dépendent largement de ça. Je vous disais en préambule que ça allait, que s'entraînait d'ailleurs des nouvelles contraintes logistiques. Pourquoi diminution de la taille des sites ? Eh bien parce que on essaye de donner aux entreprises, aux différents sites des grands groupes industriels, on essaye de donner les caractéristiques des PME et le dynamisme qui est rattaché aux PME. Donc des entreprises de taille beaucoup plus modeste, de taille humaine comme on dit, et on va rechercher tous les avantages de la PME dans ces sites. Nouvelle organisation du travail de production. Alors, au niveau des activités de production, c'est évidemment la généralisation des principes du toyotisme dans tous les secteurs, évidemment pas que dans le secteur automobile, avec une diminution de la spécialisation du travail. C'est la fin du taylorisme pur. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver comme modalité de déspécialisation du travail? On va retrouver la rotation des postes et la polyvalence, c'est probablement le moins intéressant. C'est-à-dire, au lieu d'avoir à réaliser une seule tâche, eh bien, une seule tâche simple, on va former un salarié pour qu'il puisse s'occuper de 2 ou 3 tâches de même nature, mais différentes dans l'entreprise, et on va le faire tourner
en fonction des besoins de l'entreprise. D'accord ? Donc la polyvalence, c'est un peu de diversité dans le travail, mais le travail reste toujours aussi inintéressant, si vous voulez. C'est surtout l'enrichissement du travail, puisque là, effectivement, l'enrichissement du travail est beaucoup plus satisfaisant pour le salarié. Par exemple, un opérateur de production, on va lui demander de tenir des statistiques sur la production de son poste. On va lui demander d'avoir des activités de maintenance sur son poste de travail, ou bien de contrôle qualité, ou bien d'implémenter des données de gestion relatives à son propre travail. Donc l'enrichissement des tâches est beaucoup plus satisfaisant parce qu'il introduit une beaucoup plus grande diversité dans le travail des salariés. Et puis, recomposition des tâches au sein de groupes semi-autonomes, qui était nouvelle méthode qui était proposée par Volvo dans les années 80. Donc, quelle était l'idée ? On confiait à une équipe de salariés complémentaires la réalisation d'un certain nombre d'automobiles de A à Z. Donc, ces gens avaient des objectifs de production, mais ensuite, ils travaillaient par Elo, avec tout le matériel nécessaire, une assistance par ordinateur, aide à la résolution de problèmes, détection de panne, etc. Et ces gens s'organisent comme ils le veulent au niveau du travail pour assembler les voitures qu'on leur a confiées. Donc ils peuvent rester au même poste s'ils le veulent, ils peuvent changer leur poste. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ces modèles sont très très efficaces en termes de qualité. Ils sont assez motivants pour le personnel. Par contre, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher que la production traditionnelle à la chaîne. C'est pour ça que Volvo l'a fait un certain nombre d'années, puisqu'il vendait des berlines relativement haut de gamme. Donc les coûts pouvaient déraper, ce n'était pas un souci. Mais dès que Volvo s'est mis à proposer des véhicules plus basiques, il est obligé de revenir aux méthodes traditionnelles de production. Mais notez que ces groupes semi-autonomes, s'ils sont assez rares aujourd'hui dans l'industrie, par contre dans les services, ils sont extrêmement fréquents, notamment en cas de lancement d'un nouveau service. Quand vous avez un nouveau service pour le marché, eh bien, souvent vous confiez ça à un chef de projet avec la fédération d'un certain nombre d'acteurs qui vont travailler en groupe de projet. Donc, c'est aussi des organisations du travail qui se diffusent progressivement. Les objectifs, désormais, sont moins directement rattachés à la productivité, à l'intensité du travail, comme c'était le cas dans le monde taylorien. Alors, ça ne veut pas dire que ça a disparu, on est bien d'accord. J'ai dit moins directement rattachés. Et beaucoup plus à des objectifs plus qualitatifs, précisément comme la qualité, le niveau de la qualité, ou le respect des délais. Donc c'est un changement aussi au niveau des objectifs et des contrôles sur le travail des salariés. Et puis les relations hiérarchiques, comme tous ces modes de production doivent être plus flexibles, bien tout naturellement, les relations hiérarchiques sont assouplies, sont plus légères. Ça veut dire qu'il y a une déverticalisation de l'entreprise, moins de niveau hiérarchique, et puis ça veut dire aussi que la relation hiérarchique change de nature. On est moins sur la contrainte, on est moins sur l'imposition des ordres, et on est plus sur le conseil et l'assistance dans la relation hiérarchique. Évolution des compétences individuelles par la formation, ça aussi c'est une grande nouveauté. Nul ne finira sa vie active comme il l'a commencé. Donc il y a changement d'activité, il y a changement de technologie, et donc il y a en permanence des compétences à acquérir, à approfondir. Et voilà, c'est aussi une des missions de l'entreprise aujourd'hui que d'accompagner les salariés dans l'adaptation de leurs compétences. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de disparition du taylorisme le plus souvent, parce que l'aspect le plus visible du taylorisme, c'est-à-dire les travailleurs qui répètent un geste très simple à longueur de journée, tout ça a disparu. Pourquoi ça a disparu ? Parce qu'on a réussi à remplacer les travailleurs par des automates. Bon, pour autant, c'est peut-être pas suffisant pour
arriver à dire que le taylorisme a totalement disparu de l'organisation de la production. Mais en tous les cas, c'est clair qu'il y a une automatisation de plus en plus poussée des opérations simples réalisées dans le cadre de la production. Le travail concerne de plus en plus les opérations de pilotage, de contrôle et de maintenance des équipements, de surveillance de la qualité. Autrement dit, les travailleurs produisent de moins en moins. Produire dans le sens fabriquent physiquement, transforment la matière physiquement de moins en moins. Ce sont les machines qui le font. Et donc, de plus en plus, les salariés manipulent des signes pour que les machines soient bien pilotées, pour s'assurer du bon fonctionnement des machines. C'est donc un changement du sens même du travail.